Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être de vous présenter MicroStation version 2025 et MicroStation de manière générale, parce que je crois que dans les gens qui se sont inscrits, il y a des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs de MicroStation, et donc ça vaut la peine de brosser un petit peu le portrait de cet outil. Donc aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce qui fait de MicroStation une plateforme CAO unique conçu pour des projets exigeants, infrastructure, architecture complexe, ingénierie industrielle, SIG et bien plus encore. Si vous venez d'AutoCAD, BricsCAD, Revit ou n'importe quel autre logiciel, vous allez découvrir une approche un peu différente. MicroStation n'est pas un clone d'AutoCAD ou de ce type de produit, ni un concurrent direct au sens traditionnel. C'est une plateforme vraiment pensée pour la précision, la stabilité, la performance et surtout, et ce n'est pas négligeable, la pérennité des données. Nous allons parcourir ici dans ce webinaire ensemble les forces fondamentales de MicroStation, les nouveautés majeures de la version 2025, une comparaison avec certaines fonctionnalités d'AutoCAD, une démonstration de certaines fonctionnalités et enfin une session de questions-réponses. Là, je vous laisserai libre de m'interpeller sur le sujet. Alors, voilà, un petit clic. MicroStation existe depuis environ 40 ans maintenant et a été conçu dès le départ pour gérer des projets lourds, multidisciplinaires et souvent critiques. Contrairement à d'autres logiciels orientés dessin généraliste, MicroStation est une plateforme de production. Le format DGN, c'est un mot va revenir souvent, est au cœur du logiciel. C'est un format robuste, stable, qui ne se corrompt pas. Il est utilisé dans les projets qui durent parfois 10, 20 ou 30 ans. Effectivement, le format DGN, la dernière release du format DGN date de 2000. Donc, on fête ses 26 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est un point essentiel. MicroStation n'est pas seulement un outil de dessin, c'est un socle technologique fiable pour des projets à long terme. Là où d'autres logiciels sont orientés dessin généraliste, MicroStation est une véritable plateforme de production. Il ne sert pas simplement à tracer des lignes. À ce titre, il est utilisé par les plus grands bureaux d'études, les gouvernements, les opérateurs ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures, les bureaux d'études spécialisés, mais on le retrouve également dans de nombreuses petites entreprises qui ont fait le choix de la pérennité et de l'ouverture. Le DGN, comme nous le démontrerons plus tard, est un format robuste, stable, qui ne se corrompt pas. Il supporte nativement des millions d'éléments, des centaines de références et reste malgré cela performant. C'est un format pensé pour la longévité, la stabilité et la précision. Beaucoup d'utilisateurs arrivent chez Bentley et particulièrement sur MicroStation après avoir atteint les limites de performance de leurs outils habituels. La gestion de très grands modèles est un des points forts historiques de MicroStation. J'en ai déjà parlé. Effectivement, le format DGN utilisé par MicroStation est très peu sensible à la corruption. Pardon. Je n'en ai, à titre personnel, connu que deux depuis 2000 chez mes clients euh, sur le format DGN V8, il s'appelle actuellement, pas parce que c'est la 8e release du format DGN, mais parce qu'il est arrivé en même temps que la version 8 de MicroStation. C'était la 2e release du format de fichier. C'est-à-dire maintenant depuis 26 ans, de corruption, c'est pas très important. Et en plus, elle n'était pas due au logiciel, mais était due à un problème matériel, un problème réseau. Dans MicroStation, dans le format DGN, on a un nombre d'espaces objets illimité, ce qui n'est pas le cas dans AutoCAD où on n'en a qu'un, par exemple. D'accord. Les espaces illimités, c'est un élément clé de ce format DGN. Un seul espace objet disponible dans AutoCAD, c'est ce que je viens de dire, ainsi que dans tous les logiciels qui utilisent le format DWG. Il n'y a pas non plus de limite sur les références. Bon, il y en a, mais elles sont tellement importantes qu'on peut considérer qu'il n'y en a pas. Ces références peuvent également être imbriquées, donc on peut avoir des références de références. Euh,
et ainsi de suite. Donc, on peut avoir vraiment un grand nombre de références jusqu'à une profondeur de 99. Donc, on peut avoir une référence, de référence, de référence, de référence sur 99 niveaux. Chaque référence peut avoir elle-même 5000 références. Donc, déjà, au premier niveau, on a 5000 fois 5000 références. Donc, euh, globalement, on n'est pas limité avec le nombre de références, puisqu'on peut aller pas à 2 niveaux, mais à 99 niveaux. Je vous laisse imaginer le nombre de références qu'on a au 99e niveau. Les attributs qui sont réservés aux blocs dans AutoCAD, hein, ce qu'on appelle les blocs attributes, peuvent être associés dans MicroStation à n'importe quoi. Une ligne, une surface, une cellule, donc c'est l'équivalent du bloc, à un modèle, même un espace, et peuvent être utilisés ensuite pour réaliser des resymbolisations thématiques, des rapports, des nomenclatures. Globalement, c'est hyper puissant. Dans son ensemble, MicroStation est conçu pour les grands projets. J'en ai déjà parlé, mais pas que. Et les volumes de données importants. Donc, il est à l'aise, même si on a des données qui sont volumineuses et que ces données soient vectorielles, raster, des images, des nuages de points, des maillages de la réalité. On verra quelques petits exemples. De plus, MicroStation est largement interopérable avec d'autres outils. Nous avons déjà parlé d'AutoCAD, mais MicroStation permet d'échanger également des données dans un sens ou dans l'autre, voire les deux. Donc on import, export, ou bien les deux, à l'aide de plus de 70 formats de fichiers vectoriels, de plus de 40 formats de fichiers raster également, des images, une vingtaine de formats de nuages de points. Euh, voilà. Donc on est vraiment à l'aise avec MicroStation quand on a des projets qui sont multidisciplinaires, multi-entreprises également, chaque entreprise n'utilisant pas tous le même logiciel. La puissance des références, les fichiers en référence qu'on appelle les Xref dans AutoCAD, mais qui sont une pâle copie de ce qui se passe dans MicroStation. Euh, MicroStation permet avec ces références de faire également des autoréférences. Donc un modèle, un espace peut se référer à lui-même pour faire un détail à une autre échelle, par exemple. Et des références imbriquées, donc pouvoir voir les références des références des références. Ce sont des points qui sont tout à fait important dans MicroStation. J'insiste généralement dans les formations, j'insiste très fort sur cette capacité de gestion des références de MicroStation. Et c'est là clairement que MicroStation surpasse de très loin AutoCAD. Donc, on a les références illimitées, on a des puissantes fonctionnalités de substitution de symbologie. Ça permet de faire de la rethématisation assez rapidement sans avoir à modifier les éléments eux-mêmes, de faire de la gestion de niveau, des couches, des calques de manière extrêmement fine, de faire du découpage, du masquage de données de manière dynamique, de travailler avec divers formats de fichiers sans avoir à les convertir, le DGN bien entendu, le DWG, pas de conversion, DXF, pas de conversion, le shapefile, les fichiers SHP, pas de conversion, IFC, pas de conversion, les fichiers 3DS, pas de conversion. Donc on est vraiment très à l'aise avec énormément de formats de fichiers. Bien, nous allons passer maintenant à une petite démonstration pratique. Et on va prendre le fichier qui va bien, qui va nous permettre de présenter cette gestion de référence. Et donc, je vais prendre le premier exemple déjà. Voilà. Ici, on a un fichier qui est un fichier DGN. Nous allons bien entendu examiner comment les références vont se gérer en cascade, ce que j'ai appelé l'imbrication des données, des références. Et donc ici, on a un fichier qui a été attaché. D'accord? Ce fichier possède lui-même des références. Et donc, on a ici une option qui va nous permettre de gérer ce qu'on appelle les attachements imbriqués, donc pouvoir voir les références des références. Ici, pour l'instant, aucune imbrication, donc on ne voit rien, clairement.
Je vais prendre imbrication active. Voilà. On voit apparaître ici la voirie, les voiries, les surfaces de voirie qui s'affichent. D'accord? On peut également, dans cette même option, attachement imbriqué, l'imbrication étant active, on peut aller définir la profondeur d'imbrication. C'est là où on peut aller jusqu'à un niveau 99. Et donc ici, je vais lui dire simplement que je vais aller au niveau 2. Donc, on a les zones de la commune qui sont affichées ici en jaune, en vert, etc., qui mettent en référence les voiries. Et les voiries mettent en référence un fichier qui illustre toutes les zones qui sont actuellement en étude pour un upgrade, on va dire, de la voirie. Et donc, ces zones, on va pouvoir les identifier, elles sont les retrouver facilement, elles sont dans une référence des voiries. Et donc, ici, on voit en rouge apparaître toutes les zones pour lesquelles une étude est en cours. Voilà, c'est assez pratique d'avoir cette notion de référence qui permet de faire énormément de choses. Si on voulait faire une découpe également dans la référence, on pourrait très bien dire, moi je veux faire un plan de cette zone-là, et je vais aller simplement dire ici, je vais faire un découpage de ma référence, je valide, et je me retrouve avec simplement un petit extrait de mon plan. C'est non destructif. Donc, si je retire la découpe, je retrouve l'ensemble. D'accord? Il n'y a pas de modification des objets originaux. J'apprends pas grand-chose. Bonjour Comment? Philippe. Bonjour, bonjour. Ce n'est pas propre qu'à la 2025, ça. Non, non, Toutes ce n'est pas les... propre qu'à la 2025, mais comme il y a des gens dans la présentation qui n'ont jamais utilisé MicroStation, je remets le D'accord, doigt sur certains points un petit peu d'accord, ok. caractéristiques. D'accord? Parce que ça, c'est connu depuis longtemps, hein. Ah, toi, tu le connais. C'est surtout Christophe Lecoustre qui me fait chier avec ça. Ah, pauvre Christophe. Euh, bien, on va passer sur un autre sujet également, qui est un sujet que je trouve assez intéressant également, qui est la substitution de symbologie. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante car elle permet d'afficher les éléments avec une symbologie alternative. Ceci permet notamment d'estomper une référence. Par exemple, ici, on a un petit projet, c'est une implantation d'un nouveau bâtiment commercial, c'est un truc que j'ai inventé évidemment, euh, avec une petite voirie d'accès, il y a des parkings, il y a de la végétation qui doit être placée, etc. Au premier regard, on a du mal à distinguer ce qui est projet de ce qui est existant. Moi, je suis l'auteur du projet, je veux présenter à mon client mon idée. Et ce qui est déjà existant, ce n'est que du figuratif, c'est une information accessoire, on va dire. D'accord? Eh bien, ici, je vais utiliser ce qu'on appelle la substitution de symbologie. On va simplement dire, je vais prendre mon gestionnaire de niveau, on va aller sélectionner le fichier en référence. On voit tous les calques de ce fichier en référence. Désolé pour les Français, c'est un peu du néerlandais ici. Et ici, je vais aller lui dire que je vais aller modifier, pas la symbologie directe des niveaux, mais je vais aller définir une symbologie de substitution. Alors pour l'instant, bah, on voit qu'il n'y a pas de symbologie définie. Donc on est libre pour un niveau particulier de substituer ou non la symbologie. Donc ce que je vais faire, moi je vais tout sélectionner et je vais aller sélectionner la couleur 9 ou la couleur 254, voilà, comme substitution, comme valeur de substitution. Alors, actuellement, il n'y a rien qui indique il n'y a rien qui montre que la symbologie est substituée. Tout simplement parce qu'elle ne l'est pas encore complètement. Il y a encore une option à activer pour dire cette référence, je vais utiliser la substitution de symbologie et pas la couleur native des éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de faire ceci. On va modifier les propriétés présentation et on va aller lui dire qu'on va utiliser ici
la symbologie de substitution qui a été associée. OK. Et on voit l'ensemble des données existantes, de l'existant, va s'estomper pour faire ressortir les vraies données du projet. Et donc ça, c'est extrêmement sympa. Ça permet de mettre en évidence ce sur quoi on va travailler, le concept que l'on est en train de présenter. Voilà. Autre petite chose super intéressante dans MicroStation, c'est qu'il offre une grande liberté à travailler aussi bien en 2D qu'en 3D. Il n'y a pas de mode séparé. On dessine, on modélise, on annote tout dans un même environnement. Un même fichier peut contenir des espaces 2D, donc uniquement XY, et des espaces 3D, avec un Z en plus. Tout comme dans Excel, on peut avoir un fichier qui contient une note de calcul dans une première feuille, et puis dans la deuxième feuille, la liste de courses pour faire le bœuf bourguignon du soir. Ce sont des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, mais ils sont dans le même fichier. C'est un même conteneur qui contient ces deux informations. Dans MicroStation, c'est exactement la même chose. Alors, c'est utilisé à plein de niveaux. On va en voir quelques-uns. Donc, ça, c'est vraiment très simple, c'est très cohérent et c'est hyper efficace. Alors, bah, encore une démo. On va prendre le fichier qui va bien à nouveau. Ici, on se retrouve avec un fichier qui est, c'est un des fichiers que j'utilise pour mes formations. C'est un restaurant où on fait, pendant les formations, on fait l'élaboration de tout le plan de ce bâtiment. Donc ici, on est purement en 2D. Donc on voit ici dans l'outil AcuDraw, qui est un super outil dans MicroStation pour faire du dessin. C'est un outil qui est immersif, donc il est utilisable par toutes les fonctionnalités. C'est le même outil qu'on place un cercle, qu'on place une ligne, qu'on place un cube, peu importe, c'est le même outil qui est utilisé. Sauf qu'ici, on n'arrivera pas à passer un cube puisqu'on est en 2D. On est purement en 2D. Voilà, on est ici sur un fichier 2D V8. OK? Donc, on n'a que X, Y. Si on change de modèle, ici, on est dans le même fichier. On ne va pas changer de fichier. Il s'appelle 2D et 3D.dgn. Je vais changer d'espace. Voilà. Et ici, on se retrouve dans un fichier qui est toujours, un espace qui est toujours dans le fichier 2D et 3D, mais qui, lui, est 3D. Donc ici, on a la possibilité de se pivoter notre objet. Ici, c'est un pont basculant qui doit franchir une rivière. Voilà, c'est extrêmement pratique. Alors, dans ce modèle qui est un modèle 3D, ici, quand on va faire les mises en plan, eh bien, on va faire des coupes, on va faire des sections, on va faire ce genre de choses. Eh bien, ici, on a une section qui a été réalisée. Donc, on voit le plan de section qui est représenté, matérialisé par la flèche verte ici, que l'on peut déplacer. Hein. Donc, on peut modifier la position de la section. Ce plan a généré un modèle spécifique qui s'appelle le modèle dessin. Et donc le modèle dessin, on va le voir. Ici, c'est un modèle purement 2D, puisque c'est une section, donc ça ne peut être que de la 2D. Et ce modèle dessin, en fait, met en référence la coupe dans le modèle 3D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait la moindre modification dans le modèle 3D, on a une répercussion immédiate sur notre espace plan ici, qui est la section 2D. Cette section 2D est elle-même mise en référence. C'est un jeu de référence. MicroStation est vraiment hyper balèze au niveau des références. On a un niveau complémentaire qui est le niveau mise en plan. Et donc, on va se retrouver avec ce plan qui va mettre en référence l'espace dessin intermédiaire, celui avec le fond gris, et qui lui-même met en référence l'objet modélisé. Et donc, du coup,
à quoi est-ce que ça sert? Si vous avez, comme dans AutoCAD, hein, il n'y a pas le modèle intermédiaire dans AutoCAD, si vous avez à placer un élément, on va placer un petit cercle ici, voilà, et qui doit annoter le plan que vous avez ici, et puis qu'on se dit, ouais, bon, je vais encore mettre d'autres trucs sur ce plan, eh bien, je vais aller déplacer ma référence ici. Bops, déplacer, je ne le vois plus, voilà, déplacer. Voilà, je déplace ma référence. Bien, mon objet d'annotation ici n'a pas été déplacé puisque ce sont des éléments différents. On a la référence et puis les objets d'annotation qui ont été placés. On va refaire la même chose, mais plutôt que de travailler dans le plan, la feuille, on va se mettre ici et on va aller dire, moi je vais aller placer, oups, elle est un peu grande ma fenêtre, voilà, on va aller placer un texte et je vais venir le placer ici. Eh bien, ça va être un objet complet maintenant, vu du point de vue de la feuille. Donc, on a notre texte qui apparaît ici. On va lui dire, bien, écoute, moi, je vais redéplacer ceci, je vais déplacer ma référence ici, et tout mon habillage va suivre. Ça, c'est quand même super confortable. Alors, dernière petite chose, ici, on a un certain nombre de lampadaires qui ont été placés. Ces lampadaires, ils viennent d'où? Ils viennent de l'espace objet, donc de l'endroit où on a été faire la conception. On retrouve nos lampadaires ici. Je pourrais très bien dire, on en a 6 actuellement qui sont affichés sur le plan. Je vais en retirer 2. Je viens ici dans mon modèle papier et on retrouve uniquement les 4 lampadaires subsistants. La mise à jour est automatique et immédiate. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc hyper pratique et redoutablement efficace. Et encore une petite chose. MicroStation 2025 gère sans difficulté les grands modèles. Donc MicroStation est un logiciel qui est performant sur ces grands modèles et il est optimisé pour pour cet usage. Donc on a une ouverture rapide des fichiers, on a une navigation fluide, on a un affichage optimisé qui tire parti des cartes graphiques. On a des cartes graphiques qui sont de plus en plus performantes sur les ordinateurs. MicroStation tire vraiment le meilleur de ces cartes graphiques. Alors, globalement, quand on travaille avec MicroStation, c'est optimisé pour ça. MicroStation est optimisé pour la gamme des processeurs Intel, donc en termes de processeurs, et pour les cartes graphiques, il est plutôt optimisé pour les cartes NVIDIA. Il y a des accords techniques et technologiques entre les sociétés, et donc voilà, c'est plutôt ce combiné gagnant qu'il faut utiliser. On ne va pas utiliser d'autres marques de cartes graphiques ou de processeurs. C'est essentiellement Intel et NVIDIA. Alors ici, on a quelques exemples de fichiers Pardon, généralement. Philippe. Oui, oui, pardon. Je trouve que MicroStation 2025 est quand même très très long à l'ouverture. Ah, moi, je n'ai Et pas je constaté ça. pense que Rodolphe Poulot, Christophe Lecoustre, Sylvain Quesada euh, sont d'accord avec moi. Quand on ouvre MicroStation 2025, c'est long à l'ouverture. Oui, mais Pierre-Michel, nos machines, elles ont plus de 10 ans, hein. Oui. Oui, il y a ça, et Oui. puis il y a aussi le fait que dès qu'on est passé sous Windows 11, on a vu une latence supplémentaire. Ah oui, Donc, ça c'est clair que Windows 11 n'est pas. Enfin, moi, c'est un système d'exploitation que j'adore, mais j'ai des machines qui sont adaptées. Donc, effectivement, Windows 11 sur une machine qui a 10 ans, ça ne saurait pas bien fonctionner. Donc, c'est une erreur de casting sur le matériel. Euh,
Mais moi, j'ai pas constaté de régression en termes de vitesse avec MicroStation 2025. Que du contraire. Que du contraire. Juste à l'ouverture, hein, je parle. Hein. Oui, Après, oui, même à voilà. l'ouverture. Alors, ce qui peut provoquer des lenteurs, par contre, c'est les accès aux licences. Parfois, il y a des systèmes de protection interne aux entreprises. J'ai certains clients qui ont ça et ce n'est pas dû à Bentley, c'est dû au chemin que la donnée prend à travers les firewalls, etc. Du client. Et j'ai déjà remarqué, enfin, on m'a déjà signalé, et il n'y a pas vraiment de réponse à pouvoir donner côté Bentley, malheureusement. Donc voilà, je disais Excusez-moi, que... j'ai une Oui, question aussi. pardon. J'ai un modèle où je mets beaucoup de références et je mets des références en IFC aussi. Et là, Ouais, je remarque qu'en IFC, ça rame énormément. ouais, c'est normal. C'est normal. C'est D'accord. normal, en fait, tout simplement pour une simple raison, c'est que le format IFC est un format qui est interprété. Donc, c'est pas un format natif de Bentley. Donc, chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ouvre un fichier qui attache une référence IFC, la référence IFC est interprétée. Et donc, ça prend du temps. Alors, si vous avez des petits fichiers IFC avec quelques murs, voilà, c'est rapide. Mais si vous avez un bâtiment complexe avec des tuyauteries, etc., c'est clair que ça va être un peu galère. Alors, la solution la plus simple, c'est de convertir les IFC en DGN. D'accord. Et alors, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus rapide. Vous allez voir une différence tout à fait notable Le fichier IFC, c'est un fichier texte, hein, donc c'est un fichier comme le fichier DXF, c'est un fichier qui doit être interprété pour pouvoir être exploité. Et donc, il y a en mémoire de l'application de MicroStation une conversion qui se fait à chaque fois qu'on l'ouvre. Et donc, effectivement, à ce moment-là, autant faire une conversion une fois pour toutes, et puis basta. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça, D'accord. c'est clair. Ouais. Ok, bah merci. Voilà, bah, de rien. Donc, je disais qu'en moyenne, les fichiers MicroStation, la plupart que je vois, moi, c'est des fichiers qui font 10 mégas ou moins. Hein, ils peuvent être relativement légers. Alors, c'est l'assemblage de l'ensemble des fichiers qui peut, avec les références, qui peut gonfler. Mais voilà, on a un projet, Bentley a un projet qui vient de la ville de Rotterdam, qui est un aménagement d'un quartier, le fichier fait 300 mégas. Ça commence à compter. Il ne faut même pas espérer avec AutoCAD d'ouvrir un fichier de cette taille-là, hein, on est déjà mort. Il y a des projets, un projet Pescara, je ne sais pas très bien ce que c'est ce projet, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Il y a un fichier qui fait 7 gigabytes. Donc là, c'est clair que c'est vraiment des volumes de données qui sont hyper importants. Voilà. Alors, maintenant, il y a d'autres projets. On peut faire confiance à nos utilisateurs pour pour mettre MicroStation dans ses retranchements et avoir explosé les limites qui ont déjà été atteintes. Alors, bien évidemment, travailler avec des volumes de données comme ça, et Pierre-Michel vient d'en parler, et Christophe aussi, je pense, ben, le matériel, il doit être adapté. On ne peut pas travailler sur un PC bureautique qui sert à faire du Word ou de l'Excel avec des volumes de 7 gigabytes de données que l'on va charger. C'est juste pas raisonnable. D'accord? Mais MicroStation en tant que telle ne limite en rien les volumes de données exploitées ni les volumes de données exploitables. Donc les seules limites que Bentley donne en termes de volume de données, ce sont les limites qui sont fixées par le système d'exploitation. Donc, je crois que les limites du système d'exploitation Windows 11, je crois que c'est 4 millions ou 4 milliards de gigabytes. Voilà, on est Mais, tranquille avec ça. Hein. Philippe, Oui, les nuages de points, c'est quand même lent, tu sais.
dans des cartes ou même dans MicroStation Ben, 25. on va y venir. Un petit exemple? D'accord. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Philippe. Donc, petite démo sur les performances. On va venir ici sur un microstation. Vous voyez, ici, j'ai déjà 5 microstations qui sont ouvertes, hein. Donc, c'est costaud. Ici, j'ai un espace dans lequel j'ai affiché 57 fichiers en référence. Donc, ça commence à faire. Euh, Ici, moi, la machine sur laquelle je travaille, c'est un portable, hein, c'est un ordinateur portable, milieu de gamme, donc c'est pas le dernier PC de chez HP, même si c'est un HP, c'est pas la machine la plus performante qui soit. Et donc ici, vous voyez, ici, je rentre dans les données. Ici, le fichier, c'est l'assemblage des 19 communes qui composent Bruxelles, hein. On a à peu près 2 millions d'éléments qui sont affichés là sur ce fichier. Donc, ça reste raisonnable, hein. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. On peut également travailler ici sur des fichiers vectoriels. On va prendre des nuages de points, par exemple. On va aller attacher un nuage de points. Oui, il faut que je prenne un modèle qui va bien. Voilà. Ici, il est déjà attaché. J'aurais dû le détacher. Détacher. Comme ça, on peut voir un petit peu comment ça se passe. Euh, Ici, je vais attacher mon nuage de points. Euh, je me suis trompé d'onglet. Nuage de points, pardon. Voilà. Et ici, j'ai un petit nuage de points qui fait 14 gigas. OK? Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert un fichier qui fait 14 gigas. Donc, ça reste raisonnable. Et ce fichier, si on regarde ses propriétés, ici, on va voir qu'on a en nombre de points 960 millions de points. Donc, on est à près d'1 milliard de points. C'est même pas la peine de penser faire ça avec AutoCAD, hein, ça c'est clair. Et donc ici, si on se remet en vue du dessus, voilà, c'est un golf, c'est le golf de Waterloo pour celui qui connaît, ils avaient un projet de réfection du golf également. Et donc ici, vous voyez, on rentre dans le nuage de points, il n'y a pas trop de difficultés, hein. Ici, j'ai 1 milliard de points que je pivote, hein. C'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, il y a des outils qui sont hyper spécialisés sur le traitement de nuages de points, qui vont encore plus vite, qui vont pouvoir faire des choses supplémentaires. Mais ici, en l'occurrence, on est sur un volume de données qui est déjà très conséquent. Un autre type de modélisation, de rendu que l'on peut avoir, c'est en termes de volume, c'est pas mal non plus. Ici, je vais aller dans les maillages de la réalité. Je vais reprendre le modèle qui va bien. Ici, c'est un petit modèle qui a été réalisé. C'est une boutade, hein. Le modèle, il n'est pas petit du tout. Ici, on a une autoroute, une section d'autoroute qui fait 26 km. Et on peut voir qu'on a du détail assez impressionnant. On peut aller compter les fers à béton, par exemple. D'accord? Ici, et les fers à béton, on peut même les compter en 3D si on veut. D'accord? Donc ici, on est vraiment avec un modèle qui est assez conséquent. En fait, le modèle a été découpé en 3 parties. Donc on voit une première partie, une seconde partie, une troisième partie. Voilà. Et si on regarde la taille des fichiers que l'on affiche ici, je vais aller ici, l'attachement, voilà. Ici, on a un fichier qui fait 12 gigas, un qui fait 13 gigas et un troisième qui fait 13 gigas également.
Donc, on a 36, 37 gigas de données qui sont chargées en mémoire, quoi, hein. Donc, vous voyez que ici, dans MicroStation, on n'a vraiment aucun souci pour traiter des volumes de données importants. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, de super intéressant. Ok, vous voyez le niveau de zoom, la vitesse à laquelle je zoome dans ces éléments, c'est tout bonnement exceptionnel. Voilà, super impressionnant ça. Euh, donc ça, ce sont des modélisations photogrammétriques qui ont été réalisées avec iTwin Capture. Donc iTwin Capture, c'est un outil de chez Bentley, iTwin Capture Modeler, qui s'appelait auparavant Context Capture. Mais voilà, chez Bentley, quand il y a un nom qui commence à être connu, il le change. Donc sinon, c'est pas drôle. Voilà. Context Capture, c'est un outil vraiment exceptionnel en qualité de modélisation, en vitesse de modélisation. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître, on en parlera bientôt dans un prochain webinaire. Bien, l'automatisation, ça c'est typiquement des choses qui sont... enfin, il y a des nouveautés super intéressantes qui apparaissent dans la version 2025. Donc, MicroStation, c'est une plateforme qui est assez ouverte dont les utilisateurs Ville de Paris, Pierre Michel notamment, connaît bien le sujet. MicroStation, c'est une plateforme ouverte. Ça permet de développer des compléments, des plugins, des add-ins, des petites macros supplémentaires, ou des petites ou des grosses macros. Et on peut développer ça en VBA, par exemple, ou en .NET, en C++, ou depuis la version 2024, si je ne me trompe, en Python. La version 2025, on peut aussi réaliser des petits scripts qui automatisent des commandes assez simplement. Il y a encore d'autres choses, on peut faire des cellules paramétriques, on peut paramétrer l'interface utilisateur. Ville de Paris, ils ont fait des énormes modifications de l'interface utilisateur, c'est assez impressionnant. Et donc, voilà, MicroStation est vraiment conçu à la base pour permettre aux utilisateurs de travailler en équipe. Donc, il est extrêmement simple de configurer l'application afin que de nombreux aspects du logiciel soient mis en commun au travers d'un espace partagé. Et donc, on ajoute une fonctionnalité à l'espace commun et les 250 utilisateurs qui travaillent avec cet espace commun sont mis à jour en un claquement de doigts. C'est super intéressant. Alors, dépendant de votre habileté, évidemment, avec l'informatique, vous pourrez, à l'aide de ces possibilités, tirer une meilleure partie de MicroStation. Si vous n'avez jamais fait de C++, ce n'est pas vraiment l'outil qui va vous séduire. D'accord? Mais par contre, les scripts qui peuvent être enregistrés, ça peut se faire. Mais il y a un langage qui est en train de performer au niveau mondial, ça s'appelle Python. Python, c'est le langage actuellement qui est le plus utilisé au monde. Et MicroStation, Bentley, a implémenté le langage Python dans MicroStation depuis la version 2024. Ce qui apparaît dans la version 2025, c'est ce que l'on appelle un assistant. Donc, plutôt que d'écrire le code Python, vous allez expliquer à MicroStation ce que vous voulez faire. Et l'assistant va vous générer le code qui va bien. Alors, on va faire un petit exemple. Voilà, redémo. Hop. Voilà, et on va prendre celui-ci. Voilà, bah, donc ici, on va faire une petite démo d'abord sur la personnalisation de l'interface. Mais en fait, ici, dans MicroStation, dans la configuration de MicroStation, j'ai été ajouter une macro VBA et une petite librairie qui modifie l'interface de MicroStation.
Alors, dans MicroStation, il y a le fichier DGN est un réservoir exceptionnel pour stocker des tas de choses. Les librairies dans MicroStation sont des fichiers DGN. On leur donne une autre extension, DGN lib, mais ça reste un fichier DGN standard. Et donc, ce qui est à savoir également, c'est qu'un fichier DGN, c'est pas un fichier comme un fichier DWG. C'est un fichier qui est un peu plus malin que ça. Un fichier DWG, c'est un fichier qu'on appelle plat. Hein. Donc, il y a le premier élément qui est suivi du deuxième, qui est suivi du troisième, etc. Et si on veut modifier le 500 millième, il faut lire déjà tous les premiers éléments. Dans MicroStation, le format DGN, c'est une base de données. Donc, si on veut modifier le 500 millième élément, on accède au 500 millième élément, point à la ligne. D'accord? Donc, c'est super efficace. Mais qui dit base de données dit que dans une base de données, on n'est pas limité à stocker uniquement des lignes, des cercles, des textes. On peut stocker tout ce qu'on veut. Il suffit de créer la bonne table. Eh bien, Bentley exploite cette capacité. Et donc, les paramétrages de l'interface utilisateur se font à partir de fichiers DGN lib, donc de fichiers DGN, qui vont nous permettre de stocker de l'information. Alors, si on prend par exemple cette cellule, je vais faire un clic droit et on voit ici qu'il y a une modification par rapport au standard de l'application MicroStation. Il y a un outil qui a été ajouté, About Pocket, voilà. Et Pocket, c'est un truc qui a été développé par Tim Grimm en 2020. Ça fonctionne toujours sur la version 2025. Il n'y a pas de problème, on peut aller chercher l'application. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute toute une série de fonctionnalités. Donc, on peut lui dire, par exemple, select, et on va sélectionner tout ce qui est similaire. Donc, il va retrouver tous les objets. Il y en a trouvé 4 ici, il y en a 2 là, il y en a 2 ici, qui sont les mêmes. Celui-ci est différent. D'accord? Et donc, ça permet de faire ce genre de choses. On peut dire, voilà, je vais faire place similar, et là, je peux placer le même objet. C'est super cool, c'est une belle petite application. C'est quelque chose qui manquait dans MicroStation. Et ils ont ajouté ça via une macro VBA et une modification de l'interface. Donc, Pocket, si vous voulez l'utiliser, c'est super sympa. Autre chose, dans MicroStation, on peut travailler également avec ce que l'on appelle des cellules paramétriques. Donc, on peut, les cellules, c'est l'équivalent des blocs AutoCAD, ou plus ou moins. Ici, je vais aller lui dire que je vais aller placer une cellule. Et ma cellule, ici, est une cellule paramétrique. Donc, il y a toute une série de variables ici qui vont nous permettre de modifier. Je vais exagérer ici, je vais mettre un mur de 80 d'épaisseur. Et effectivement, j'ai maintenant un ébrasement qui est plus large. Donc voilà. On peut également, sur une cellule paramétrique, définir lors de sa conception des variations standards, donc des déclinaisons de la cellule. Donc on peut lui dire, je vais travailler avec une largeur de 73 ou avec une largeur de 73, voilà, j'ai oublié de la placer, voilà, ou une largeur de 93 par exemple. Et donc on a une cellule qui représente la même porte avec une taille différente. Ça, cette cellule, je peux lui dire, ah ben non, ce n'est pas du 93 que je veux ici, je vais aller modifier ses propriétés et je vais aller réadapter la variation et je vais lui dire, je vais travailler avec une largeur de 83 plutôt, ça me convient mieux. Voilà. Donc, les cellules paramétriques, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant et plus on avance dans MicroStation, plus ils enrichissent, Bentley enrichit l'application MicroStation avec des fonctionnalités de plus en plus fines et de plus en plus abouties au niveau du dessin paramétrique. Allez, la dernière fonctionnalité marrante, c'est celle-ci. C'est celle qui va nous permettre de réaliser, de faire une macro. Pardon, je fais un copier-coller d'une petite info ici. Voilà. Je reviens sur ma macro ici. Voilà, j'ai ici un exemple qui est tout à fait idiot. Hein. Je voudrais mettre en rouge toutes les lignes dont la longueur est inférieure à 4 mètres. Alors, bon, si on regarde cette ligne-ci, elle fait 5 mètres, celle-là, elle fait 3 mètres. Donc, en gros, c'est celle-ci
que je ne sais pas sélectionner directement. Donc, si je sélectionne comme ceci, je vais sélectionner trop d'éléments. Si je sélectionne comme ça, il va falloir que je désélectionne tout ceci pour n'avoir que la sélection qui me convient. Imaginez ça avec 753 000 éléments. C'est juste pas possible. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on faisait précédemment, on faisait une petite macro, soit en VBA, soit dans un langage quelconque, mais il fallait tout faire à la main. Alors maintenant, on a une autre solution qui est d'utiliser l'éditeur Python. Donc là, en Python, on va pouvoir, ici je vais me mettre un petit peu ça sur le côté, comme ça on verra mieux ce qui se passe. Je vais rentrer dans mon éditeur Python. On a déjà toute une série d'exemples qui ont été, si vous voulez apprendre à coder en Python, il y a moyen de voir les exemples qui sont donnés. Moi, ce que je vais faire ici, je vais aller créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler comme ceci, c'est le copier-coller que j'ai fait tout à l'heure, enregistrer, voilà. Et puis, ici, on voit qu'on a un assistant, il est marqué « Demander à l'assistant », et on va pouvoir lui poser une question. C'est de l'IA, donc on va créer un prompt pour parler IA. On va créer un prompt et MicroStation va répondre en donnant le code qui sera à exécuter, tout simplement. Et donc, moi, je vais aller faire un copier-coller du prompt pour ne pas devoir le recréer. Et voilà. On le sait, je reviens sur mon assistant, réduire un petit peu ceci, voilà, et je vais copier ce que je veux faire. Pourrais-tu me créer un script afin d'affecter la couleur 3, rouge, à toutes les lignes ayant une longueur inférieure à 4 mètres? Voilà, je fais envoyer. C'est parti. Ça réfléchit un petit peu. Et en fonction de la charge des serveurs, évidemment, et puis c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore en version finale, mais actuellement c'est encore un peu lent, il pourrait améliorer ça, mais en quelques secondes, on va voir apparaître le code qui va nous servir à réaliser ce que l'on veut faire. Voilà, donc ça n'a pas été si long que ça. Je vais faire un copier-coller, copier. On va le copier dans la fenêtre d'exécution. Hop. Et je vais exécuter mon code. Tu veux bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ah ben, à mon avis, ils ont fait quelque chose de différent. Enfin, ils ont modifié, ou bien c'est moi qui ai... On va faire ça. Je l'ai essayé hier, ça fonctionnait bien. Et je ne sais pas pourquoi, il m'embête aujourd'hui. Donc, Tu n'as pas effacé tes premières lignes? oui, j'avais effacé tout, mais Ça s'efface? C'est Pas avec normal. 5 lignes au début. non, je ne sais pas, je sais pas ce qui se On est passe. là. Voilà, c'est ça, c'est l'effet démo. Je suis désolé. Je voulais vous montrer quelque chose d'amusant, mais qui fonctionnait très bien hier et qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est étrange. Bon, voilà. Désolé, c'était pas. Euh, Et la bah, petite question que j'avais à poser par rapport à Python, oui. est-ce qu'une fois que la macro elle a été développée par Python, euh, en dehors de ta présentation qui a foiré pour une raison X, est-ce qu'on peut Oui. la réintégrer dans les VBA? Ah, dans les VBA,
Oui, mais tu vas dire j'appelle un script Python. Ce n'est pas, tu ne sais pas convertir du Python en VBA. Le Ah Python va bon? beaucoup plus loin que le VBA en fait. Donc on accède, tout comme le C++ et le .NET, sont des langages qui vont bien plus profondément dans MicroStation que ne fait le VBA. Même si le Ah, VBA est déjà hyper performant. ouais, Mais il faudrait que je m'intéresse à Python alors. oui, Python, alors Python, c'est quand même un langage, euh, moi qui suis un, un vieux développeur, on va dire, on va le dire quand même, euh, c'est pas le langage que je trouve le plus agréable à utiliser, même s'il y a énormément d'utilisateurs qui adorent ce langage-là. Dans les développeurs, il y a plein de développeurs qui adorent ce langage. Moi, je suis plus orienté VBA d'une certaine façon, mais aussi C, C++, C Sharp, ça ce sont des langages avec lesquels je suis super à l'aise et les concepts sont un peu différents dans Python et je n'arrive pas à trouver mes marques comme ça directement. Mais c'est clair que le Python est un super langage, hein. Ça devient un super, enfin c'est un super langage, mais avec des concepts qui moi me dérangent un petit peu dans ma philosophie de développement. Mais voilà, c'est moi ça, hein. Il y a beaucoup de, comme je le disais, beaucoup de personnes qui adorent le langage Python. Tu me rassures, Philippe. Donc voilà. Je vais rester en VBA. Oui, oui, bah oui, pourquoi pas. Oui, c'est pas un mauvais langage, hein. Euh, et donc, voilà, je vous montrerai, si je retrouve le code, je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc, cette automatisation, ces personnalisations dans MicroStation sont quand même très, très intéressantes. Même si ça a foiré aujourd'hui, je vais essayer de vous refaire une petite vidéo pour expliquer ça et vous verrez, c'est assez impressionnant. Donc voilà, quelques nouveautés majeures dans MicroStation. Ben, effectivement, l'assistant Python, je l'ai dit aussi tout à l'heure que l'assistant Python était une version en pré-release, quoi. Quelque part, c'est pas encore une implémentation finale. Donc c'est mis à la disposition des utilisateurs pour évaluation. Donc, il y a énormément de nouveaux scripts Python qui ont été ajoutés pour exemple, hein, dans le package de MicroStation. Comme ça, vous savez comment faire, je ne sais pas, une boîte de dialogue ou ce genre de choses. L'API du Python, donc l'API, c'est les fonctionnalités de l'application MicroStation qui sont mises à disposition de Python est bien plus large qu'elle n'était auparavant. Donc, ils sont en train d'enrichir ce langage et qui va devenir, à mon sens, le langage principal de MicroStation dans les années qui viennent. Surtout que le Python est un langage qui est très orienté intelligence artificielle. Et donc, comme tout va vers l'intelligence artificielle, bah, clairement, on va y arriver aussi, hein, tout à fait. Euh, Et Qu'est-ce qui a été Philippe, intégré? Oui. petite question. Peut-on, dans un même fichier, enfin, au programme 2025 hein, sur la Connect, utiliser VBA et Python en même temps? Ah oui, pourquoi pas? En fait, en même temps, ça ne va pas tourner en même temps, mais à partir du VBA, tu peux exécuter un script Python qui est déjà préexistant. Tu D'accord. pourrais peut-être même, à partir du VBA, constituer une requête, un prompt, à envoyer à l'assistant Python qui va te retourner un code à exécuter. Donc, on pourrait imaginer D'accord. ça. Je m'avance peut-être un peu, mais à mon avis, c'est dans ce sens-là que les choses vont aller. Merci. Voilà, voilà. Donc, nouveauté de MicroStation 2025, vous savez, peut-être, si vous avez utilisé MicroStation et des fichiers DGN que vous avez géoréférencés, donc dans lequel vous avez été spécifié un système de coordonnées, vous aviez la possibilité auparavant d'afficher la carte Bing, Bing Map, en fond d'écran, en fond de vue.
Ça, c'est du passé. La qualité de ce Bing Map étant pas terrible, Bentley a maintenant intégré la notion de Google Maps. Donc, en fait, c'est exactement la même chose, mais c'est Google à la place de Microsoft. C'est tout. Mais la qualité, la vitesse est plus importante et mieux fichue. Surtout que on a maintenant la possibilité, c'est en cours d'implémentation également, d'utiliser les 3D tiles. Donc, Google a modélisé en 3D de nombreuses régions du monde, des villes essentiellement. La ville de Paris, par exemple, ou Bruxelles, à mon avis, c'est modélisé en 3D. La ville de Pau est modélisée, je l'ai appris tout à l'heure avec un client. Donc, effectivement, on a la possibilité maintenant, dans MicroStation, d'afficher un contenu photoréaliste 3D qui vient de Google. Donc, il n'y a pas besoin de le réaliser. Alors, la précision, elle est moindre que celle que vous êtes en droit d'attendre si vous faites la modélisation vous-même avec vos spécifications, avec votre méthode de travail et de calage des modèles. Mais effectivement, comme premier jet, c'est quand même super sympa. Alors, on a également la possibilité dans MicroStation 2025, ça a commencé en 2024, on a la possibilité d'accéder de manière directe à des serveurs ArcGIS Server. Donc, c'est assez intéressant. Le générateur d'expression qui a été amélioré, ça c'est pour les objets paramétriques. Et on a augmenté également, même si Pierre-Michel nous dit l'inverse, la performance de MicroStation a été revue à la hausse avec la version 2025 ainsi que sa stabilité. Donc MicroStation, c'est un logiciel qui globalement plante assez rarement. C'est encore moins maintenant. Donc tout va bien. Moi, L'interopérabilité. ça plante à cause de mes VBA en général. Ah oui, 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 bah oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des VBA derrière et donc des fois ça supporte pas. On Mais dit souvent quand on fait du support que le problème, il est entre la chaise et l'écran. Merci Philippe. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, interopérabilité, donc MicroStation, c'est un outil qui est vraiment, moi je le décris un petit peu comme le 4x4 de la CAO. Donc, on lui donne un petit peu n'importe quoi et il se débrouille. Donc, travailler sur du format DWG, c'est pas un problème. Il supporte toutes les versions qui existent du format DWG, ce que je pense AutoCAD ne fait même plus. Donc, voilà. La lecture du fichier DWG, il y a un accord entre Bentley et Autodesk. Hein, donc, Autodesk fournit à Bentley le moyen de lire le fichier DWG et Bentley fournit à Autodesk le moyen de lire le fichier DGN. Le moyen informatique. Hein, donc, il y a, bon, il y a des accords avec certainement un petit peu de dollars derrière, mais je ne connais pas les accords exacts. Mais toujours est-il que ça permet à MicroStation d'être un des deux logiciels à pouvoir lire et écrire parfaitement le format DWG. Donc, il est 100% compatible avec le DWG. MicroStation est certifié en IFC également, en IFC en lecture, mais depuis la version 2025 également en écriture. Donc on peut générer du fichier IFC à partir de MicroStation. Il n'y a plus besoin d'avoir Open Buildings ou Open Roads pour pouvoir le faire. On a la capacité également de travailler sur des fichiers SHP, les fameux shapefiles qui sont des fichiers qui viennent de chez Esri. Les fichiers SHP sont maintenant exploitables en lecture, mais également aussi en écriture. Ça, c'est une nouveauté aussi de la version 2025. Et puis, il y a des tas d'autres formats, le format STEP, OBJ, FBX, enfin, il y en a encore des dizaines.
il y a une intégration également améliorée avec ProjectWise et iTwin. Ça, c'est pour des utilisateurs qui ont une manière de travailler qui est un peu plus connectée, on va dire, ou qui exploitent d'autres fonctionnalités, notamment la possibilité d'exploiter des modèles Revit. Par exemple, dans MicroStation, on a la capacité de publier via l'interface Connect de Bentley, on a la capacité à publier des modèles Revit qui peuvent être lus à partir de MicroStation. Donc, le modèle Revit n'est pas lu directement par MicroStation. Il y a une étape intermédiaire. Il faut le publier sur un serveur qui fait un traitement et qui met à disposition la donnée Revit. Donc ça, c'est super intéressant quand on a des gros projets Revit. C'est toujours des fichiers un peu lourds. Donc, petite démo rapide pour l'interopérabilité. Juste le temps de retrouver la vidéo qui va bien, le MicroStation qui va bien. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais attacher divers fichiers en référence. Ici, on va prendre un fichier. Je vais prendre un fichier DGN. Je vais en prendre 3 même. Voilà, Ops 3. Ici, je vais les mettre en mode coïncident, ouvrir. Voilà. Donc, on retrouve toujours nos petits exemples de Bruxelles. Bruxelles-Mabel, comme disait Dick Hanegarn. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre encore? On va prendre un autre type de fichier. Là, c'est du DGN. Ici, je vais aller chercher un fichier DWG, par exemple. DWG. C'est pas là, c'est ici que je dois aller. Référence. On va prendre le fichier DWG. On va prendre le DGN aussi ici, parce que c'est une autre région de Bruxelles. Voilà. Ici, ça met un tout petit peu plus de temps à charger, tout simplement parce qu'on a chargé un fichier DWG. On a chargé notamment un fichier DWG. Et le fichier DWG, il est interprété. Et donc, il y a une petite latence au niveau de son interprétation, ce qui est normal. D'accord? Mais vous voyez ici, on a ça, c'est du DWG, ça, c'est du DGN. On a vraiment quelque chose de nickel, quoi, en termes d'interprétation du fichier. C'est ce qu'il est. Voilà, ici, ça, c'est du DGN et ceci, c'est du DWG. Donc, on a vraiment quelque chose d'impeccable. OK. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre comme fichier? On va attacher un shapefile également. D'accord? Référence, on va aller attacher et on va aller sélectionner. Vous voyez, il y a plein de formats différents, SHP, et on va prendre, on va les prendre tous les 4. Voilà, coïncident, ouvrir. Là aussi, il y a une interprétation qui doit être faite. Alors, le shapefile, ce n'est pas le même type de données, c'est de la donnée géographique, donc la notion de couleur, etc., ne s'interprète pas, n'est pas affectée de la même manière que les fichiers CAD, les fichiers de DAO. Donc, c'est pour ça qu'on a du noir ici. Mais par contre, on a du noir, mais si on souhaite, on peut aller sélectionner cet élément-ci. J'en prends un au hasard. Et ici, on voit qu'il y a de l'information attributaire. Voilà, bord extérieur de chaussée. Si on prend ceci, je ne sais pas, il y a peut-être à des endroits, certains endroits, c'est la même chose. Si on prend un des points ici, peut-être pas celui-là, mais si on prend ce point-ci, on va peut-être avoir des informations sur la parcelle cadastrale.
Enfin bon, voilà, on peut avoir toute une série de, si on prend ceci, c'est une limite de parcelle, on doit avoir quelque chose, voilà, limite visible de parcelle, donc on a vraiment des choses, et on pourrait très bien rethématiser et dire, quand on a limite de parcelle, limite visible de parcelle, eh bien, on l'affiche en vert tireté, par exemple. Ça, on pourrait faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut s'implémenter extrêmement facilement. Et donc, alors à ce moment-là, on aurait une visualisation beaucoup plus réaliste, enfin beaucoup plus polychromique, on va dire, du fichier SHP. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Ben, peut-être, je vais regarder ici, j'ai un attachement de raster. Voilà, bon, il est déjà attaché. Je vais simplement le réafficher. Et en fait, ici, c'est un WMS, donc on accède à un serveur sur Internet. Vous voyez, c'est super rapide, qui représente euh, c'est le cadastre, voilà. Et donc, vous voyez ici, on voit les parcelles cadastrales, on voit les numéros de parcelles, ce genre d'informations. On voit les numéros de police. 264, on l'a deux fois, on a 264 qui vient du WMS et un 264 qui vient d'un fichier graphique, en fait. Voilà, on a les deux informations qui se corroborent. Donc voilà, c'est vraiment ici, on mixe de la donnée. On mixe de la donnée voilà, de manière régionale, quoi. Donc ici, on pourrait aller zoomer à un autre endroit pour avoir c'est le serveur WMS du cadastre belge. Donc on a le cadastre sur l'ensemble de la Belgique. On peut voir ici, voilà, on peut retrouver énormément de données à travers toute la Belgique. D'accord? Et vous voyez, c'est quand même hyper facile, hyper pratique, hyper rapide. Il suffit d'avoir le lien qui va bien. Donc, serveur WMS, si on veut voir ce que c'est, on va faire éditer WMS et on va voir, en fait, la seule chose que j'ai introduite, c'est ceci. Et ceci me donne accès à une série de couches. Et ces couches, je les ai sélectionnées. J'ai sélectionné un certain nombre de couches dans la liste proposée et j'ai enregistré et attaché mon serveur WMS. Et donc, du coup, j'arrive rapidement à matérialiser les données qui viennent d'Internet, hein. Donc, ici, c'est vraiment du streaming, hein. C'est exactement comme quand vous êtes sur YouTube, hein. La donnée, elle arrive parce que vous la demandez. Ok. Donc, il ne va pas charger toute l'information de la Belgique, il va vraiment la distribuer au besoin. Voilà. Alors, ce que j'avais dit Et tout à l'heure, c'est que oui. Philippe, le fichier là, que tu mets en référence du cadastre, donc tu sais le déplacer, faire une découpe Ah, de ah, visualisation? Euh, peut-être qu'on peut faire une découpe parce que c'est considéré comme un raster, mais je dois t'avouer que je ne l'ai jamais essayé. Donc peut-être qu'il y a possibilité avec les fonctions d'édition de faire un découpage. On va essayer, on va faire ça, on va mettre une clôture. Euh, hop, voilà. Et puis, on va lui dire, ici, raster, on va lui dire ça, éditer, découper. euh, ah oui, non, il faut faire. Voilà. Oui, si, on peut. On Ah peut oui. découper. Déplacer, non. Mais le déplacer, sans doute pas. Mais par contre, si tu le mets dans un fichier en référence, un fichier DGN en référence, tu déplaces le Ah oui, oui, fichier oui, DGN en ça, référence. effectivement, tu peux. Mais alors, dans le fichier en référence, il faudra lui dire que, à travers la référence, on va prendre un fichier ici, à travers la référence, voilà, il faudra lui dire que tu veux voir les raceurs. Donc, il y a quelque part ici Oui, oui, mais ça, c'est dans la une case à fonctionnalité au cocher. niveau Voilà, raster, là. ici, En c'est dessous, là, en celle-ci, dessous, oui. afficher les références raster. Oui, Il oui. faut qu'elle soit cochée, évidemment, sinon on Oui, ne le bien verra sûr, pas. bien sûr. Voilà. OK? Ok. Bien, 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 Tu, bien. Avançons. tu peux m'envoyer. Donc,
conclusion. Petite question, Oui, tu pourras m'envoyer le lien? oui, oui, le 4GIS. J'ai pas eu le temps de lire Oui, oui, correctement et tout Non, noter. non, pas de souci, je t'envoie ça. Ok, merci. Donc, en conclusion, MicroStation, c'est un logiciel qui est robuste. C'est un logiciel qui est basé sur une technologie de fichier qui est au centre de l'écosystème Bentley, le fameux format DGN. Il est très polyvalent, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, hein. On a vu un modèle d'un pont basculant, mais on a vu aussi de la donnée SHP, hein. Donc c'est vraiment super polyvalent. Il permet l'intégration de données géoréférencées. Bah, voilà encore SHP, WMF, MS, etc. On est capable de manipuler des données volumineuses, voire très volumineuses. On peut ouvrir des tas de formats de données, de fichiers différents. MicroStation est également adapté au travail en équipe, très adapté au travail en équipe, hein. On a des utilisateurs ici qui sont tout à fait à même de confirmer. Et voilà, donc on va un peu parler de Bicad aussi, hein. Bicad, c'est une société qui est un interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne les solutions Bentley Systems, commencer par MicroStation, bien sûr. Moi, j'ai eu une expérience de beaucoup d'années, on va dire, hein, sinon je vais me vieillir, sur l'application MicroStation que je commence à connaître juste un peu, quoi. On propose une large gamme de formations en français, c'est important de le souligner, avec des supports de cours qui eux aussi sont en français. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. On est également en capacité de vous accompagner dans le paramétrage, la configuration de vos produits. Donc ça, c'est des choses, moi je fais ça en prenant mon petit déjeuner, hein, à paramétrer MicroStation. Donc c'est vraiment quelque chose que je connais et que je maîtrise parfaitement. Nous pouvons également réaliser des développements ou vous aider à la réalisation de développements dans les divers langages qui sont supportés par MicroStation, avec des intégrations éventuellement de bases de données, etc. C'est des choses que je maîtrise parfaitement également. Voilà, alors en termes de licences et de services, pour ce qui concerne les logiciels, donc la partie Bentley, on distribue à peu près toutes les solutions de Bentley. Qui sont soit disponibles en licence perpétuelle, donc c'est une licence que vous acquérez et que vous pourrez utiliser pour toujours, qui sont associés ou non avec un contrat Select. Alors le contrat Select, c'est un contrat de service qui est joint à la licence perpétuelle et qui permet notamment d'avoir les mises à jour, de faire du support. Enfin, il y a une dizaine de services qui sont liés au contrat Select et voilà. Il y a des pour, des contre par rapport au contrat Select, mais globalement, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. La ville de Paris, par contre, a un système de contractuel avec Bentley qui est tout à fait particulier et qui est un petit peu différent de ces modes de licence. On peut également acquérir MicroStation ou les produits Bentley de manière générale en souscription annuelle, donc c'est un abonnement qu'on renouvelle chaque année. Donc le coût est différent. En termes comptables, ça ne rentre pas dans les mêmes cases. Les licences perpétuelles, c'est de l'investissement. Les souscriptions annuelles, ce sont des frais. Donc, ça ne rentre pas dans les mêmes cases comptables. Donc, parfois, ça peut être intéressant. Alors, en ce qui concerne les services, on a également une large gamme. Ça, c'est des services purement Bicad, hein. On a une large gamme de prestations et de formations. Il y a quelques utilisateurs ici dans la salle qui ont déjà participé, soit à des formations, soit chez qui on a fait des prestations de développement notamment. Et donc, on a également la possibilité de vous aider à prendre en main les logiciels, vous aider avec des cas concrets à vous éduquer à l'utilisation des produits Bentley. On peut vous aider également à structurer votre environnement. J'ai dit que MicroStation était un logiciel qui était hyper configurable. Eh bien, on peut vous aider à configurer. Vous n'êtes pas seul au monde devant votre MicroStation. On peut vous aider également à structurer votre équipe, à expliquer pourquoi on va faire ça à l'équipe. C'est toujours bien d'expliquer plutôt que d'imposer.
Et on propose également des formations qui sont globalement toujours adaptées à vos besoins. Donc, on fait des formations pas généralistes, mais des formations qui sont toujours adaptées aux besoins du client. Donc, on peut faire des formations 2D qui vont durer 5 jours, tout comme on peut faire des formations 2D qui vont traiter du même sujet en un jour. Parce qu'il y a toute une série de choses dont l'utilisateur n'a pas besoin, et donc ça réduit les coûts, ça réduit la dépense de temps, etc. Et donc voilà, on est vraiment très attentif à ça. Voilà, voilà, mais questions-réponses, il y a déjà quelques questions qui ont été posées. En avez-vous d'autres? Moi, je dirais, n'hésitez pas pour les formations avec BICAD. Merci. Est-ce que vous faites des formations de 3D, 2D, un lien entre le 3D et le 2D? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Tout ce qui concerne MicroStation, même sur des sujets que je n'explore que très rarement, ben c'est ce que je disais, on prépare toujours des formations qui répondent à l'attente du client. Donc, il m'est déjà arrivé de réaliser des formations où quasiment le temps de préparation de la formation a été plus long que le temps de la formation lui-même. Parce que le client m'avait posé des questions sur un sujet que j'aborde rarement, pour lequel je n'avais pas de support de cours, etc. Et donc, j'ai dû tout créer pour pour faire la formation. Maintenant, des supports de cours, j'en ai de plus en plus parce que c'est vraiment des situations un petit peu exceptionnelles, celles dont je parle là. Mais ce sont oui, les formations, je les adapte toujours aux besoins du client et clairement, les formations 3D et 2D sont des formations qui sont assez classiques. Nous, on a beaucoup de mal chez Saint-Gobain à faire le lien entre les deux. On modifie notre 3D et après, on va modifier notre 2D. Donc, on Mais travaille oui, encore ben un peu. c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec le Oui, fameux oui, pont, oui. je ne sais plus où il est. Ben, il est là. Ici, je ne modifie rien sur le 2D. Ce que je vais modifier, mon élément de base, c'est cet élément-ci. Je vais supprimer une partie ou bien je vais modifier la longueur d'un élément, je vais déplacer quelque chose, euh, j'ai ma coupe qui a été faite et j'ai un impact immédiat sur Oui, mon plan, quoi. J'ai oui, retiré un mais poteau, j'en ai plus que trois. on ne travaille pas Euh, de cette manière-là. Un fichier 2D, il va être séparé. Ça ne va pas être dans le même fichier, si vous Ouais, voulez. ouais. ouais. Oui, Alors, d'ailleurs, ça c'est même pas un problème, parce que à partir du moment où je vais refaire ceci, voilà, on va aller replacer une section, peu importe, je vais prendre ceci, je vais mettre une section hop, dans ce sens-là, voilà, on va faire une section ici, voilà, ici j'ai fait ma section, je peux la déplacer un petit peu comme je veux, bon, j'ai été un peu vite, donc j'ai oublié de cocher une case, on va le recommencer. Je vais faire ma section ici, la même, et je vais lui dire que, oui, ok, donc, oui, je fais un volume de découpe ici, en fait, on fait en deux étapes ici. Voilà, je vais aller positionner l'endroit où je veux faire ma section, donc on va se mettre ici. Et puis là, je peux faire un clic droit et je vais lui dire que je vais aller créer le dessin. D'accord? Créer le dessin. Alors, le dessin, je vais l'appeler coupe AA, par exemple. OK? Et ce dessin, je vais lui dire que je vais le générer, pas dans le fichier dans lequel je suis, mais je vais aller créer un autre fichier. Et je vais aller créer un fichier que je vais appeler coupe AA. Voilà. Et donc, ma coupe AA que je vais créer ici, elle ne sera pas dans le fichier local, elle sera dans un autre fichier. D'accord. Et D'accord? elle va se mettre automatiquement à jour si on modifie le modèle. Ah, bien sûr, oui, parce que c'est une référence. Ce sont des références. Donc, D'accord. ici, je vais lui dire que mon papier, ici, bah, je vais aller le foutre aussi dans coupe AA. Coupe AA, voilà. Et donc, je vais créer l'espace dessin, l'espace papier, et je vais ouvrir l'espace. Donc, il va ouvrir l'espace papier, en gros.
Voilà, c'est parti. Alors j'aurais dû lui dire de le faire en dynamique plutôt que en vue cachée, mais c'est pas très grave. Sauf qu'il doit faire un traitement ici qui n'avait Alors, pas ce besoin. fichier qui a été écrit, il a été mis dans Explorer Windows, mais nous, on travaille avec Projectoise. C'est-à-dire que ce fichier, il faut qu'on le mette dans Projectoise. Alors, oui, ben, en fait, voilà, ici, moi maintenant, je suis dans le fichier coupe AA et j'ai effectivement ma coupe qui a été faite. Alors, je l'ai tracée un petit peu n'importe comment, donc c'est pour ça que je suis pas bien aligné. Mais si je vais faire quelque chose de brutal, hein, on va revenir sur le modèle précédent. Et ici, je vais aller supprimer quelque chose. Ouais, je ne vais pas supprimer ça, évidemment. Je vais supprimer ce truc-là qui ne me sert à rien. Oups, voilà. Et qu'on voyait bien. Je vais retourner sur mon plan ici. Il me dit, ah, attention, ici, il faut resynchroniser. On a toujours le cercle vert qui apparaît ici. Je vais resynchroniser et hop, mon plan est à jour. C'est pas D'accord. si compliqué que ça, en fait. Oui, non, mais c'est... Et en fait, ici, on a aussi ces pastilles qui vont nous permettre de passer d'un modèle à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypermodeling. Donc, c'est exactement comme les hyperliens dans Internet, hein. Je vais cliquer ici et je vais lui dire, je vais ouvrir le modèle coupe longitudinale. C'est une autre coupe que je vois ici. Et donc, je vais faire ceci et je vais me rediriger dans mon autre modèle. Et on peut passer d'un endroit à l'autre comme ça. Ici, je vais revenir là, je vais prendre coupe A1 et je vais prendre le modèle qui va être mis en référence sur le plan. Donc, on peut vraiment se déplacer dans son projet, dans son modèle de manière hyper confortable. Vous voyez? Oui. Ça, ouais, c'est assez sympa. Vous pourriez m'envoyer un mail avec des propositions de formation? Oui, oui, sans problème, hein. Vous êtes le monsieur de Saint-Gobain? Oui, c'est ça. C'est Ah, le... d'accord. Oui, oui. OK. On est trois de Oui, Saint-Gobain oui. là. On est trois de Saint-Gobain dans la formation. Ah, d'accord, OK. Ben, bonjour, Saint-Gobain. OK. Et vous êtes situé où? Aubervilliers. Aubervilliers, d'accord. OK. Ça va. Donc, voilà. D'autres questions? Soyez pas timide, hein. Pas de questions, mais présentation intéressante. Merci, merci. On essaye toujours de donner quand même un petit peu d'informations qui techniquement ont quand même un certain intérêt, sinon ça n'a pas de sens. Et donc voilà. Ok, je n'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Oui, j'ai encore explosé les compteurs, comme d'habitude. Euh, donc voilà, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, enfin, s'il y a des questions encore qui vous reviennent à l'esprit, vous avez mon email, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc voilà, ok. Merci Euh, beaucoup. Merci mais beaucoup. merci à vous aussi pour votre présence, et à la prochaine. D'accord? Oui, Je merci vous beaucoup. enverrai les informations. Benoît, je t'enverrai le fichier XWMS et Monsieur de Saint-Gobain, je vous enverrai également un contact et on vous fera une offre pour une formation 3D. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Eh bien, je vous Merci. souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. Merci, Voilà. au revoir. À bientôt, Philippe. Merci. Merci, à Au revoir. bientôt. Ouais. Bientôt. Merci Philippe. Oui, à Oui, bientôt. au revoir.